Donc on commence à être assez nombreux. Je vous propose qu'on démarre doucement par l'introduction et puis les derniers nous rejoindront en cours de route. Donc bonjour à tous, Cécilie Posso, je suis la directrice adjointe du G16 Sahara. Aujourd'hui, on vous a proposé un café e-santé qui est dédié à la téléexpertise et dédié plus particulièrement au sujet de la facturation. Donc on a organisé 3 cafés e-santé sur le sujet de la téléexpertise, c'est le deuxième de la série. Quelques petits rappels avant de démarrer. Donc, on a désactivé tous vos micros volontairement pour éviter les bruits de fond non désirés. Il y aura un temps d'échange questions-réponses à la fin où on réactivera les micros, on pourra vous donner la parole. Voilà. Mais pour l'instant, vous avez en tout cas accès au chat si vous voulez commencer à poser des questions. De la même façon, on y répondra à la fin si elles n'ont pas été traitées dans le courant de la présentation. Dernier point, donc on va enregistrer ce webinaire qui nous permettra de le diffuser en replay. Et donc, je vais passer la parole à Magali Cardi, qui est chargée de mission et référente e-santé à la CEPAM du Rhône, et à Mathieu Martinez, donc manager des délégués du numérique en santé, qui nous ont fait le plaisir d'animer ce webinaire et qui vont vous expliquer tout le contexte réglementaire associé à la facturation de la téléexpertise. Magali, je te donne la main. Merci Cécilie. Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, l'objet c'est de vous présenter comment facturer la téléexpertise, qui est un sujet, la téléexpertise qui existe depuis fort longtemps, mais qui n'était pas forcément valorisé et facturé à une certaine époque. Et maintenant, c'est devenu le cas. Donc, on va vous expliquer comment bien faire cela, dans quel cas on peut le faire, selon si on est en libéral, en établissement, le type d'établissement. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Alors, voilà notre objet du jour. On va déjà définir le sujet, de quoi parle-t-on exactement, puisque dans la télémédecine, il y a plusieurs téléexpertise, téléconsultation, etc. Donc, on va bien définir notre sujet. Et ensuite, on verra les règles de facturation et puis les règles spécifiques en point 3 qui sont en établissement de santé en faisant une digression entre les soins externes, en hospitalisation et en EHPAD également. Voilà notre ordre du jour. Alors, de quoi parle-t-on? Si on veut bien définir le sujet, historiquement, on avait… je veux bien la diapo suivante. Ouais, pardon, désolé. Désolée. Donc, télésanté, télémédecine, télésoins, etc. Donc, des fois, on peut se perdre un petit peu dans tout ce vocabulaire. Sous le vocable, le grand ensemble télésanté, on a d'une part la télémédecine, qui est un petit peu les activités historiques, et depuis, définies par le Code de la santé publique. Et puis, depuis plus récemment, le télésoin est apparu après la crise sanitaire, donc en 2021. Vous voyez, c'est un arrêté de 2021. Le télésoin regroupe les activités réalisées à distance par un pharmacien ou un auxiliaire médical. Dans la diapo suivante, on voit une petite illustration de ce qu'est le télésoin. Donc, c'est sous forme de petites images, petites BD. Le télésoin, vous voyez, c'est un patient qui est à domicile chez lui et à distance. Il y a un professionnel de santé paramédical ou un pharmacien qui, à distance, va pouvoir gérer la séance à distance, voilà, avec des moyens technologiques. Et puis, dans l'autre pan, donc on va revenir sur le sujet historique, la télémédecine. La télémédecine, sous ce vocable, ça comprend 5 activités au sens du Code de la santé publique. On a la téléconsultation, la téléexpertise qui va être notre sujet du jour, la télésurveillance, la téléassistance et également, ça recouvre la réponse médicale aux appels téléphoniques d'urgence dans le cadre de la régulation médicale. Donc ça, c'est vraiment défini par les textes, par le code. Toujours sous forme de petites BD, dans la diapo suivante, on peut illustrer, alors c'est peut-être un peu petit, mais ça permet d'illustrer chacune de ces activités qui sont donc dans la télémédecine. Donc, on voit le petit télésoin en bas à droite qu'on a déjà vu tout à l'heure, la petite bulle. Et puis, donc, en haut à gauche, on va commencer par la téléconsultation, qui est maintenant ce qui est le plus connu, toujours, il y a eu un phénomène booster avec la crise sanitaire. Donc, la téléconsultation, c'est une consultation faite à distance par un professionnel de santé. Le patient est chez lui. Donc, ça, c'est vraiment le cas que tout le monde connaît, qui s'est un peu démocratisé. Et puis, les autres axes de la télémédecine,
On a la donc la téléexpertise qui va nous occuper aujourd'hui. Là, on est entre deux professionnels de santé qui vont à distance se poser une question, un cas patient, soit avec des données médicales, soit une photo, enfin voilà, sur un cas patient. Deux professionnels vont se contacter à distance et vont pouvoir, l'un va pouvoir renseigner l'autre, soit en mode synchrone immédiatement, soit en mode différé, asynchrone. On a également la téléassistance. Là, c'est le fait qu'un professionnel assiste un autre professionnel à distance dans un acte médical. Et puis, alors, dans la téléconsultation à gauche, je ne l'ai pas dit, mais il y a en haut et en bas, hein, c'est la téléconsultation. Soit le patient est tout seul, soit il peut être assisté par un autre professionnel dans la pièce où il se trouve, et toujours le téléconsultant, le professionnel de santé à distance. Donc ça, c'est une petite variante qui existe aujourd'hui, puisqu'un pharmacien peut assister un patient lors d'une téléconsultation ou même un infirmier. Voilà pour donner un petit peu ce que ça recouvre. Donc nous, aujourd'hui, notre sujet, c'est vraiment la téléexpertise. On est entre deux praticiens qui vont se poser un cas patient à distance. On peut passer à la suivante. Alors, ça, on va remettre la petite vidéo. Donc ça, c'est une petite vidéo qui vous permet de... Elle dure 2 minutes et qui permet d'illustrer concrètement. C'est plutôt une vidéo qui est grand public destinée aux patients pour essayer de démocratiser, expliquer le sujet. Mais il me paraissait intéressant peut-être de la diffuser aujourd'hui voilà, pour rendre compréhensible le sujet. Donc, je me tais pendant 2 minutes. Il n'y a pas le son. Ok. Ah. Moi, si on y arrive personne pas. n'a le son. Toi non plus, Cécile, tu n'as pas de son. Tac, tac, Non. tac. Alors là. Après, il y a les Bah, sous-titres. Hein. Bon, c'est pas grave. Ouais, il y a des sous-titres, remarque. C'est vrai que c'est plus sympa. Je vais juste essayer de périphérique audio. Désolée, Mathieu. Pas de son. Non, c'est pas grave. Non. Sinon, on diffusera le lien de la vidéo après. Parce que 2 minutes sans le son, ça doit être sous-titré, c'est pas très dynamique. Donc voilà, c'est une petite vidéo de 2 minutes qui permet d'imager les choses. Donc on va passer dans le vif du sujet, la facturation, maintenant qu'on a défini notre sujet. Donc les règles de facturation de la téléexpertise. Alors, donc historiquement, je vous disais que la téléexpertise n'était pas reconnue, il n'était pas facturable. Et depuis 2019, c'est possible de facturer. Donc, ça a commencé par certains types de patients. Hein, ce n'était pas ouvert à tous les patients. Et historiquement, il y avait 2 niveaux d'actes de téléexpertise, 2 niveaux de rémunération. Et depuis, voilà, ça c'était 2019. Et puis, depuis le 1er avril 2022, les choses se sont vraiment simplifiées. On va parler surtout de comment ça se facture aujourd'hui. Donc, c'est ouvert à tout type de patients. Il n'y a vraiment pas de restriction sur les patients qui peuvent bénéficier d'une téléexpertise. Au niveau des professionnels de santé qui peuvent requérir, hein, donc le requérant, c'est celui qui va demander une téléexpertise, c'est ouvert également à toutes les professions de santé. Ça, c'est le texte, le principe. Mais ensuite, la restriction, c'est sous réserve d'un accord conventionnel qui doit être signé. Donc, au fur et à mesure, on verra par la suite dans les diapos suivantes, ça s'est ouvert déjà à pas mal de professions et ça va continuer au fur et à mesure des signatures. Donc, voilà, parce que le texte permettra de dire à quelle fréquence il sera possible de facturer. Ça précise les choses, mais néanmoins, en principe, toute profession pourrait bénéficier pourrait demander une téléexpertise sous réserve de la signature de ce texte. Pour les professionnels de santé qui vont être requis, donc celui qui va réaliser la téléexpertise, celui qui est sollicité. Donc là, c'est un médecin ou une sage-femme qui peut exercer soit en libéral, soit en établissement de santé. Hein, il n'y a pas non plus de restrictions. Et pour les médecins, c'est quelle que soit la spécialité médicale. Les modalités de tarification. Donc, c'est un échange, donc on est à distance, bien sûr. Donc là, c'est un échange qui va se faire via une messagerie sécurisée de santé, dont on parlera peut-être après avec la solution de Monsisra notamment. Donc, ça peut se faire, comme je disais tout à l'heure, en direct ou en différé. Hein, le requis ne va pas forcément répondre immédiatement au requérant. Ça peut se faire en un temps T+1. Il n'y a pas de connaissance préalable du patient qui est requise dans le cadre de la téléexpertise.
sachez qu'il y a une aide forfaitaire à l'équipement qui s'appelle le forfait structure dans la Convention des médecins libéraux, ou bien il y a également une aide forfaitaire pour aider à l'équipement de votre cabinet et une solution pour s'équiper d'une solution de téléexpertise, donc pour les autres professions libérales, qui s'appelle le FAMI, le fonds d'aide à la modernisation à l'informatisation, le forfait d'aide à la modernisation à l'informatisation du cabinet. Et puis, donc pour facturer cela, donc avec ces moyens technologiques, vous devez également donner l'information au patient et avoir son consentement préalable avant de requérir une téléexpertise vers un autre professionnel de santé. À l'issue de la téléexpertise, ça donne lieu à un compte-rendu du professionnel requis et ce compte-rendu doit être versé dans le dossier médical partagé du patient. Donc, voilà un petit peu les modalités. En termes de tarification, donc juste, si tu peux revenir en termes de tarification pour les codes actes et les montants tarifaires. Donc, pour le requérant, celui qui demande, c'était la lettre, le code acte, c'est la lettre RQD, qui est coté à 10 € par acte. Et le code acte du professionnel qui est requis, donc qui réalise la téléexpertise, c'est le code acte TE2, qui est coté à 20 € par acte. Il y a une limite pour ces actes entre 2 et 4 actes par an et par patient, selon la profession qu'on va voir maintenant. Donc, je vais vous expliquer que par catégorie professionnelle, donc dans la convention, les conventions qui ont été signées sont listées dans cette diapo pour ces catégories-là. C'est déjà ouvert. Il y a les masseurs kinés et les pédicures podologues où ça va rentrer en vigueur en 2024. Hein, c'est la petite phrase en rouge. Mais donc d'ores et déjà, des textes sont signés, donc ça va être possible pour ces professions où ça l'est déjà. Et vous voyez sur la droite le nombre d'actes qui peut être réalisé par patient et par an. Donc ça va de 2 à 4. C'est plutôt 2, sauf pour les infirmiers et les médecins. Et les médecins, vous savez qu'ils peuvent être donc requis ou requérants, ainsi que les sages-femmes. Donc, voilà un petit peu la liste de ce qui a été signé, qui est déjà en vigueur. Pour les centres de santé, c'est pareil, il y a un avenant qui a été signé. Et en fait, pour chaque profession qui travaille en tant que salarié dans les centres de santé, on va revenir à la source, à sa catégorie professionnelle. Si c'est un kiné en centre de santé, on va à la convention des kinés pour savoir le nombre de fois où on peut faire une téléexpertise. Donc, voilà en l'état aujourd'hui ce qui est signé. Je vous ai mis des liens sur le site Amélie, puisque pour chaque profession, il y a quand même des explications et des liens sur la téléexpertise. Les modalités de facturation, concrètement, les données du patient doivent être véhiculées dans la facturation, bien sûr, comme toutes les autres factures, avec le nom, le prénom, la date de naissance et le rang gémellaire, ainsi que le numéro de sécurité sociale du patient. Vous êtes vraiment invité à contrôler les droits du patient en amont pour vraiment faire une facturation au plus juste. Donc, il y a des outils assurance maladie qui existent et qui s'appellent ADRI en libéral et CDRI en établissement de santé. Donc, ça permet vraiment de connaître les droits à jour du patient. Ces prestations, l'acte de téléexpertise n'est pas soumis au parcours de soins. Côté requérant et requis, on vous demandera dans la facturation de vous identifier en tant que, si vous êtes libéral avec votre numéro assurance maladie, si vous êtes salarié avec le FINES géographique de l'établissement. Et dans votre facturation, vous devez indiquer votre identification à vous-même, mais également le médecin que vous allez requérir ou qui vous requis si vous êtes requérant. Enfin, dans les deux sens, il faut avoir vraiment qui est à l'autre bout. Ça, c'est vraiment des données qui sont obligatoires, sinon la facturation est rejetée. C'est une facturation qui se fait en tiers payant, qui est remboursable à 100%. Il n'y a pas de dépassement d'honoraires autorisé sur ces actes et pas de cumul avec un autre acte ou une autre majoration. Alors là, c'était, on va dire, le principe, les généralités et le plus simple. Mais en établissement de santé, il y a des règles qui sont spécifiques et qui sont un petit peu plus complexes. Donc, on va les voir maintenant. Donc, déjà, on va parler, donc, quand on est en établissement de santé, il y a plusieurs cas de figure. On peut être en acte et en soins externes, on peut être en hospitalisé, enfin, le patient peut être hospitalisé ou le patient peut être aussi dans un autre type d'établissement qui est un EHPAD. Donc, on va voir ces trois différents cas. Donc, pour les soins externes, la règle, c'est que les actes de téléexpertise sont facturables selon les mêmes modalités que tout autre acte qui est réalisé en consultation externe. C'est vraiment la même chose, il n'y a rien de compliqué, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. Il y a une exception
enfin 2 même, qui sont d'une part dans un même établissement de santé. Alors au sens du finesse géographique, on ne peut pas facturer l'acte. C'est-à-dire que, si je dis n'importe quoi, si un médecin des urgences de tel établissement requiert un dermatologue du même établissement géographique, eh bien, on ne peut pas facturer cet acte. Ils peuvent se solliciter, l'un va répondre à l'autre, mais il n'y a pas de facturation à l'assurance maladie ou nulle part valorisé dans le PMSI, c'est transparent. En revanche, 2 établissements d'une même entité juridique et donc sur des sites géographiques différents, ça pourrait très bien marcher. L'hôpital Édouard Herriot des HCL qui requiert la Croix-Rousse, ça marche, voilà, pour donner un exemple. Et puis, l'autre exception, c'est un professionnel de santé ne peut pas s'auto-requérir. Ça va mieux en le disant, voilà. On va passer, donc ça c'était les soins externes, c'était le plus simple. Et puis, il y a pendant un séjour en hospitalisation. Donc, si le patient est hospitalisé et que pendant cette hospitalisation, un professionnel de santé demande une télexpertise à un autre professionnel de santé, il va falloir distinguer selon que le patient est dans un établissement public ou privé. Ça ne va pas être les mêmes règles. Donc, pour le privé, c'est assez simple. Il y a l'acte de télexpertise, donc le TE2, qui est réalisé et facturé directement à l'assurance maladie. Il est intégré au bordereau S3404, qui est le bordereau de facturation habituel. Et puis, dans les établissements publics, là, la télexpertise va être facturée à l'établissement où le patient est hospitalisé. Donc ça, c'est vraiment le régime des prestations interétablissements. C'est intégré au GHS ou à la dotation annuelle de financement. Mais c'est entre les établissements que la facturation va se faire. Donc voilà la petite différence. J'ai mis un petit cas d'espèce aussi. Donc, dans le cas où la télexpertise, on est toujours dans le cas où le patient est hospitalisé dans un établissement médecine, chirurgie obstétrique, dans un établissement, on va dire, public, donc avec dotation globale. Alors c'est peut-être un cas qui ne va pas se présenter souvent, mais néanmoins, il faut y penser quand même. Le patient est hospitalisé et une demande de télexpertise est faite vers un praticien libéral, donc qui est hors de cet établissement, au cabinet de ville. Et dans ce cas, comme le tarif du séjour, le patient il est en séjour, tout est compris normalement, eh bien, l'acte qui est réalisé par ce professionnel en médecine de ville, ce professionnel de ville ne va pas le facturer à l'assurance maladie, mais il va le facturer à l'établissement demandeur. Et c'est l'établissement demandeur qui va rémunérer cet acte. Voilà pour un cas où on est là entre médecine de ville et entre secteur hospitalier. Notre dernier cas d'espèce, donc là, on est en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. On va distinguer si la personne est le patient est dans un EHPAD à tarif global ou à tarif partiel. Et pour le médecin requis, ce tableau présente les possibilités de facturation à l'assurance maladie. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est toujours facturable à l'assurance maladie, sauf le cas où l'EHPAD est en tarif global et où le médecin requis est spécialiste soit en médecine générale, soit en gériatrie. Et là, ce ne sera pas facturé à l'assurance maladie, puisqu'on part du principe que c'est compris dans le forfait soins que l'établissement reçoit déjà dans le forfait soins que verse l'assurance maladie pour cet établissement et son fonctionnement. Pour le médecin requérant, il est éligible à facturer l'ARQD s'il est médecin généraliste libéral qui intervient dans un EHPAD en tarif partiel seulement. Voilà les 2 cas de figure. Alors, on a fini sur voilà comment ça se passe. Bon, j'avoue qu'on ne peut pas connaître tout ça par cœur, il faut vraiment se référer à ces tableaux. Donc là, je vous ai mis en annexe un tableau qui est sur le site du ministère de la Santé. Il est en bas, le lien en bas de cette diapo, et qui permet, parce que là, j'ai essayé d'expliquer le plus simplement possible, bien que ce soit déjà un petit peu complexe. Mais là, ce tableau, c'est vraiment celui qui est dans le document de facturation qui a été établi par le ministère de la Santé. Et selon si on se trouve en soins externes, en hospitalisation, en EHPAD, selon si le patient est dans un établissement public ou privé, il faut vraiment suivre cette arborescence. Et donc là, je vous ai mis en annexe, il y a 3 tableaux. Vous voyez, ils sont un petit peu denses, mais selon si c'est un établissement, là, on est vraiment en hospitalisation complète, établissement public. Donc, selon si on est en HAD, en psy, en SSR, en MCO, donc médecine, chirurgie, obstétrique, on va pouvoir savoir ce qu'on peut facturer et à qui.
puisque maintenant, c'est facturable. Mais après, la question, c'est de savoir à qui je peux facturer, soit l'assurance maladie, soit un autre établissement, selon le cas de figure. Donc, j'en conviens, c'est complexe, mais d'où l'intérêt de se référer à ces documents qui sont assez bien faits. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Si, oui, oui, tout à fait. Je ne sais pas si vous m'entendez, oui. Oui, on t'entend, Mathieu. Justement, Monsieur Guilhem vient de poser la question: comment en pratique le praticien libéral peut-il facturer à un hôpital dans le cas d'une demande d'expertise qu'il reçoit pour un patient hospitalisé? Alors, le libéral qui est sollicité, donc dans ce cas-là, si je comprends bien, c'est un établissement public qui l'a sollicité. Tout à fait, tout à fait. Donc, le libéral, lui, va facturer son acte RQD à l'assurance maladie en mettant dans sa facturation le numéro finesse de l'établissement. Donc là, il pourra facturer le RQD à 10 € vers le libéral vers l'assurance maladie. Et l'établissement public, lui, va facturer en soins externes de son côté. Chacun fait sa facturation de son côté, en fait. Elles sont pas faites, elles sont dissociées. Néanmoins, dans chacune qui part de son côté, eh bien, chaque facturation doit mentionner tant celui qui facture que celui à qui on a demandé la téléexpertise, que l'autre praticien. Oui, bien évidemment, il faut le numéro finesse, Monsieur Guilhem, car en effet, effectivement, il faut bien que l'assurance maladie puisse identifier à la fois le médecin requérant et le médecin ou la structure requise également. Donc à chaque fois, effectivement, il faut le numéro finesse, et dans la mesure où normalement vous avez besoin, enfin, soit vous êtes requis, soit vous êtes requérant, c'est que vous êtes déjà en relation, soit avec le professionnel de santé, soit avec l'établissement, qui sera même de vous donner le numéro finesse. Voilà. Je vois le docteur Mazera aussi qui indique qu'il a essayé de facturer. Et ça n'a pas marché sur mon logiciel à Elodoc, pour ne pas le citer. Peut-être, là, il faudrait vous rapprocher d'Elodoc pour voir où est-ce que le bas blesse, mais vous pouvez, en tout cas, la réglementation vous permet de facturer. Donc, Voilà, pour compléter ce que dit Magali, effectivement, chez nous, on va dire que les tuyaux sont ouverts. Donc, par contre, c'est au niveau du logiciel de facturation Sésame Vital. Il y a des avenants télémédecine qui sont prévues dans les dernières versions, hein, mais ça fait un petit moment maintenant, qui permettent justement l'apparition de ces nouveaux champs. Donc là, effectivement, dans un premier temps, vous retournez, enfin en tout cas vous rapprochez de votre éditeur de logiciel afin de voir d'où vient la difficulté. On avait également une question peut-être pour ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard, quels sont les professionnels qui peuvent être requérants? Donc c'est les médecins, les sages-femmes, les orthophonistes, les infirmiers, les masseurs kinésithérapeutes, les pédicures podologues et les centres de santé. On a une question sur le DMP. Alors c'est vrai que un kiné peut-il renseigner le DMP? Tout à fait, un kiné peut renseigner le DMP. Il y a deux solutions. Soit vous avez un logiciel qui est compatible DMP, hein, ce qui est réclamé depuis des années maintenant auprès des professions de santé conventionnées. Et à ce moment-là, vous avez un module qui est intégré à votre logiciel pour envoyer un document dans le DMP. Sinon, vous pouvez vous connecter directement au web DMP. Donc c'est dmp.fr, hein, Magali, je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc soit via votre logiciel, sinon via directement le site du DMP, www.dmp.fr, afin effectivement d'y déposer le document. Alors, la question, est-ce que l'infirmière d'un EHPAD en dotation globale qui n'a pas de médecin coordonnateur peut facturer la TLE à un médecin généraliste ou gériatre? Alors, je dirais que là, l'infirmière, on a vu qu'elle ne pouvait être que requérante. Donc, je suppose que quand vous dites facturer la téléexpertise, c'est être requérante. Et donc, en dotation globale, si on peut retourner à la diapo, Mathieu, s'il te plaît, du petit tableau EHPAD, là, ces 3 diapos avant. Oui, hop. Parce que pour les infirmières, donc on a dit qu'elles pouvaient être requérantes. Et ensuite, en dotation globale, non. Alors, non, parce qu'il n'y a que pour le médecin requérant éligible, facturé. Alors, je dirais que non, l'infirmière ne peut pas facturer. Il n'y a que le médecin qui peut le faire dans le cas des EHPAD. Et quand c'est un tarif partiel en plus, donc non.
On a également une question par rapport à la facturation intra-GHT. Pouvez-vous rappeler, s'il vous plaît, les conditions de facturation intra-GHT entre deux établissements du même groupement Alors, c'est pas GHT, bien sûr, ça existe, mais c'est pas intra-GHT. La règle, c'est vraiment site géographique, la règle. C'est-à-dire que même site géographique, on ne peut pas facturer entre deux professionnels qui sont dans le même établissement géographique, donc même numéro de finesse géographique. Et en revanche, entre deux établissements qui peuvent être dans le même GHT ou pas dans le même GHT d'ailleurs, peu importe, mais qui ne sont pas avec le même numéro de finesse géographique, qui vont avoir donc un numéro différent, là, c'est possible de facturer pour chacun de son côté. Est-ce que ça répond à votre question, Madame Piédalu? Alors, du coup, ça va faire la transition. Je vais reprendre la main sur l'écran et montrer comment on peut récupérer ces données effectivement. Oui, on va passer à la pratique. Merci. J'ai arrêté le partage, normalement. Donc, ce que je vais vous montrer dans un premier temps, c'est si vous que vous soyez requis ou requérant, vous avez la possibilité, depuis le portail des professionnels, vous avez une petite vignette télé-expertise. Et si vous allez sur ce qu'on appelle « Gérer mes préférences », vous allez arriver sur un écran où vous avez la possibilité de saisir votre propre numéro de facturation. Donc ça vous permet dans tous les cas de venir l'enregistrer une première fois. Donc par exemple, moi je vais enregistrer un numéro, donc on le rentre, il faut bien s'enregistrer. Donc c'est la même page pour ceux qui connaissent que la page où on se déclare en tant qu'expert. Donc il faut bien enregistrer. Une fois que vous l'avez enregistré, nous on l'a dans notre base et vous n'aurez plus à le saisir. Vous pouvez bien sûr le modifier, mais vous n'aurez plus à le saisir. Ensuite, dans la pratique, comment ça se passe si vous voulez, quand vous êtes requérant et que vous voulez faire une demande d'expertise? Donc, dans votre messagerie Monsisra, vous allez faire demander une expertise. Vous allez chercher votre expert, donc soit par spécialité, soit par département, peu importe. Donc là, moi, je vais me chercher moi-même. Voilà, donc moi, je suis Sliposo, donc je vais faire demander une expertise. Là, on va me demander, donc ça, après, c'est des paramétrages qui sont au choix de l'expert. L'expert peut imposer qu'on choisisse un patient, qu'on définisse qui est le patient pour lequel il va donner une expertise. Donc moi, je vais choisir un de mes patients. Et ensuite, vous allez arriver sur le premier écran de facturation, où là, de la même façon, l'expert peut rendre obligatoire de saisir le numéro de sécurité sociale du patient et le numéro de facturation que j'ai enregistré tout à l'heure. Donc, comme je l'ai enregistré tout à l'heure, je n'ai pas besoin de le ressaisir. Si je ne l'avais pas fait, on peut directement venir le saisir ici. Je vais d'ailleurs le changer. Et ça l'enregistrera pour les fois suivantes. Donc là, je fais valider. Et je vais arriver sur l'écran de demande d'expertise. Donc, moi, je suis dans le cas où j'ai paramétré un formulaire sur mon compte. Et donc, je peux... hop. J'enregistre mon formulaire. Si je veux, je peux venir mettre une pièce jointe ou rédiger une petite conversation avec le médecin expert. Donc ça, en fait, ce qu'ont apporté les évolutions du mois d'octobre sur notre outil en termes de facturation, c'est le fait qu'en tant que requérant, l'expert peut vous imposer de saisir votre numéro de facturation. Si je me place côté expert, donc je reviens dans mon Sisra, là c'est plutôt la version bureau. Donc vous avez toujours cette petite vignette qu'on a vue tout à l'heure. Je vais aller dans ma messagerie, donc j'ai reçu la demande de téléexpertise. C'est ouvert sur mon autre écran. Donc là, moi, je suis expert. Je vais pouvoir saisir la réponse dans le formulaire ou mettre un commentaire dans la discussion sur la droite. Le temps que ça enregistre. Voilà, donc là, j'ai mis la réponse dans le formulaire et je vais cliquer sur « Finaliser l'expertise ». Et donc là, vous avez également un nouvel écran où vous allez retrouver plusieurs choses. Donc tout d'abord, l'expert, il va indiquer le niveau de cotation. Donc soit c'est TE2 comme on l'a vu, la cotation de l'expert, soit il peut choisir, se dire, au final, ce n'était pas
une demande de téléexpertise en tant que telle qui est facturable, etc. Donc, on peut choisir pas de facturation. En notre cas, on va revenir à TE2. On retrouve les éléments du requérant avec le numéro de facturation qu'il a saisi. Et ici, je vais retrouver les informations de l'expert. Donc là, je l'ai fait en mon nom. Donc, mon nom apparaît. Si, dans le cas de service hospitalier, par exemple, ou d'un cabinet médical, s'il y a plusieurs personnes derrière ce qu'on appelle un compte de service, donc un compte qui va, par exemple, s'appeler avis dermatologie, s'il y a plusieurs professionnels, vous allez pouvoir choisir la personne physique qui rend l'avis. Et ici, de la même façon que pour le requérant tout à l'heure, on va avoir le numéro de facturation de l'expert, soit qui sera préenregistré, soit que vous pourrez saisir ou modifier. Et une fois que vous avez que tout cet écran est rempli, il suffit de confirmer la finalisation. Et de cliquer sur finaliser l'expertise, ça va générer la synthèse et enregistrer toutes les informations. Donc ça, c'est le process de téléexpertise en lui-même. Après, la question qui se pose, ça va être comment récupérer toutes ces informations qu'on a vues passer sur les numéros de facturation. Donc, si je reviens sur ma vignette téléexpertise avec le point d'interrogation jaune, j'ai une petite ligne qui s'appelle « Exporter mon activité ». Qui me donne accès à une page Internet qui est ici. Et j'ai ce qu'on appelle un export facturation. Et là, vous allez pouvoir exporter toutes les facturations finalisées sur une certaine période. Donc là, je vais prendre depuis le 1er décembre à aujourd'hui. Mon export personnel, si vous êtes en délégation d'un compte, vous pouvez, alors moi j'en ai beaucoup, mais vous pouvez avoir les exports d'autres, d'un compte de service. Vous faites exporter. Et donc, ça va vous générer un fichier Excel avec la liste de vos téléexpertises, soit en tant que requis, soit en tant que requérant. Vous venez choisir ici en tant que demandeur ou en tant qu'expert. Et donc, la téléexpertise que je viens de finaliser, vous allez retrouver toutes les informations concernant le requérant. Donc ça, c'était le compte sur lequel j'ai fait la demande, avec le numéro de facturation. Également l'expert, avec le numéro de facturation de l'expert. Et également toutes les informations du patient. Donc son numéro de sécurité sociale, sa date de naissance et d'autres informations qui sont les traits stricts d'identité qui peuvent vous permettre de faire des contrôles ou de vérifier. Vous avez également la cotation qui sera TE2 ou RQD selon que vous êtes expert ou requérant. Voilà. Donc ça, c'est pour vraiment les données de facturation. Vous avez également ce qu'on appelle les téléexpertises en cours, donc celles qui n'ont pas été finalisées par l'expert, si jamais vous avez besoin de suivre les autres demandes que vous avez réalisées. Voilà pour un aperçu rapide de ce qui est possible avec l'outil Mon Sisra en termes de facturation. Alors justement, Cécilie, on a une question dans le chat de Madame Pinet qui dit « En tant qu'établissement public de psychiatrie, nous ne facturons pas les TLX car… qui nous sont adressés en tant que requis. Actuellement, nous n'avons pas paramétré un numéro de facturation dans Mon Sisra. Est-ce que cela peut bloquer la demande de facturation du requérant ou est-ce indépendant ?» On peut peut-être faire une réponse à deux voix là-dessus. Enfin, je vais te laisser peut-être commencer. Oui, alors d'un point de vue outil, en fait, en tant qu'expert, quand on va paramétrer son compte, donc là, je vais revenir sur mon compte d'expert, gérer mes préférences. Donc, c'est le même écran qu'on a vu tout à l'heure, sauf que j'ai coché la case « Je souhaite paramétrer ». Je souhaite apparaître comme expert. En fait, l'expert a le choix de dire je souhaite ou pas l'identité patient, et ensuite je souhaite ou pas que le NIR soit… Alors, soit on peut dire ne pas demander du tout, et là on n'aura ni le NIR ni le numéro de facturation qui sont demandés. Soit on peut les mettre optionnels, c'est-à-dire qu'on laisse le choix au requérant de renseigner le NIR et le numéro de facturation, soit on peut les rendre obligatoires. Et ça, c'est l'expert qui lui-même vient définir ces paramètres. Parce qu'effectivement, de ce que je comprends de la question, bien évidemment, et de ce que je comprends de l'outil Mon Sisra, c'est que Mon Sisra peut effectivement, on va dire, récupérer l'ensemble des données qui seront nécessaires à la facturation. Par contre, ça ne peut pas bloquer la facturation, puisque la facturation se fait ensuite via un autre outil, donc un outil de facturation, un outil de facturation, un logiciel ou d'autres outils, notamment dans les structures. Par contre, effectivement, le fait qu'il puisse manquer une information que peut véhiculer Mon Sisra peut effectivement vous bloquer au moment d'élaborer la facturation. Je ne sais pas si nous avons… Et en tout cas, oui, je reprenais la question d'Alice Pinet. Si l'expert ne renseigne pas de numéro facturation, ça ne bloque pas le process. Si la case en haut là est vide,
tel que je montrais tout à l'heure ici, est vide. Après, le jeu, c'est que si vous imposez au requérant de saisir le numéro de facturation, il faut aussi que vous lui donniez, sinon le requérant ne pourra pas facturer. Alors, par contre, Magali, ton micro est coupé. Oui. Est-ce que l'identité du patient doit être qualifiée? La réponse est non. En fait, on n'est pas sur un INS, on est sur un numéro de facturation. Il faut faire attention. Et donc, juste pour répondre à la personne d'avant, là, les facturations sont bien indépendantes. Hein. Donc, si là, imaginons, le requis demande sa facturation et le requérant ne le fait pas pour X raison, le requis aura quand même sa rémunération. C'est vraiment indépendant, il n'y a pas de lien entre les deux. Alors, juste, je reviens aussi sur la question qui est souvent posée sur quel est le numéro de facturation. Côté libéraux, on a souvent la question de où on peut le trouver pour les professionnels. Et moi, j'ai une question plus, que je vais poser moi-même sur les établissements. Depuis tout à l'heure, vous parlez de finesse. Nous, on avait en tête que c'était finesse géographique / un code spécialité. Du coup, le code spécialité n'est pas obligatoire? Il ne me semble pas, mais je ne vais pas pouvoir répondre en direct. Je vous dirai en différé. Et du coup, peut-être où est-ce que les professionnels peuvent trouver leur numéro de facturation? Alors, pour les finesses, en fait, normalement, lorsqu'on est dans une demande d'expertise, je pense qu'on communique et je pense que c'est des informations qu'il faut que les professionnels de santé se communiquent entre eux. Pour les finesses, il y a une base qui est finesse.gouv où on peut retrouver, à condition quand même d'avoir pas mal d'infos, les numéros finesse des établissements. C'est des numéros également qui apparaissent sur les sites des structures et des établissements. Par contre, le numéro de facturation d'un professionnel de santé libéral, il faudra lui demander. Il n'existe pas de base pour des raisons évidentes, puisque c'est un numéro de facturation. En fait, dans la demande, le requérant doit s'identifier. Je veux dire, le praticien qui va demander à un autre une télé-expertise, il y a son nom, prénom, sa spécialité, s'il est généraliste ou autre. Et comme dans une prescription, il faut qu'il s'identifie. Donc, il faut qu'il véhicule son numéro assurance maladie dans cette demande. Oui, donc il y a la question, est-ce que c'est bien le numéro d'assurance maladie? Mais du coup, c'est bien ce numéro-là. Pour les libéraux, c'est le numéro assurance maladie. Donc, dans le Rhône, il commence par 69. Et puis, pour les établissements, c'est bien le numéro de finesse. Alors, tout à l'heure, je crois que j'ai, pour la question de Guilhem, monsieur ou madame Guilhem, je crois que j'ai répondu trop vite. Si j'ai bien compris, c'était un libéral qui était en ville et un établissement public et le patient était hospitalisé. Et moi, j'ai répondu s'il était en soins externes, le patient. Et donc, quand il est hospitalisé, c'est le cas où c'est le libéral qui va facturer à l'établissement public, puisque c'est censé être compris dans le GHS, dans le séjour du patient. Et donc là, la facturation, comment vous allez la réaliser? Vous l'envoyez directement à l'établissement de santé en vous identifiant, en mettant vraiment les données du patient, les données du spécialiste que vous avez requis au sein de l'établissement. Voilà. Alors juste, oui, j'allais répondre à la question de Madame Poinas. Du coup, quand vous êtes responsable d'un établissement qui a des professionnels qui ont soit fait des demandes de télé-expertise, soit qui ont rendu des avis dans le cadre de leur exercice hospitalier, on vous donne un accès en tant que gestionnaire des établissements et vous avez la possibilité de faire les extractions que je montrais tout à l'heure sur l'ensemble des comptes de votre établissement. Donc, à partir de là, vous aurez, au lieu d'avoir d'export personnel, vous pouvez donner accès à certaines personnes, notamment vos services facturation, à ces exports pour l'ensemble des professionnels de votre établissement. Il y avait une question sur l'identito-vigilance de Monsieur Varin. Alors là, effectivement, le risque lié à l'identito-vigilance, moi j'y pense, en tête aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure de l'INS, du partage de documents pour alimenter mon espace santé ou pour partager des données de santé et être sûr qu'on envoie bien, par exemple, les bonnes informations dans le bon DMP. Là, en fait, il s'agit vraiment d'un échange entre deux professionnels de santé. Donc, en fait, ça ne va pas alimenter directement le DMP. Par contre, effectivement, le compte rendu effectivement de la télé-expertise qui doit être versé effectivement au DMP. Là, effectivement, c'est le médecin. D'ailleurs, oui, question Magali, c'est le médecin requérant ou requis qui doit verser les documents dans le DMP?
C'est pas précisé, donc ça peut être les deux, mais après, s'il y a une annonce à faire au patient, c'est mieux que ce soit peut-être le médecin requérant qui va revoir son patient en consultation, parce que je vous rappelle que dans ce cas, on a dit que le médecin professionnel requis ne connaît pas le patient, ne l'a peut-être même jamais vu, ne le verra pas. Donc, c'est quand même mieux que ce soit le médecin requérant, une fois qu'il a pu avoir la réponse à sa question, qu'il a pu analyser peut-être avec des examens complémentaires, voilà, et voir son patient et le faire à ce moment-là. Et donc à ce moment-là, M. Varin, c'est le médecin qui forcément pourra qualifier l'INS qu'il aura déjà certainement même qualifié auparavant, l'INS de son patient pour s'assurer que les documents vont bien dans le bon DMP. Donc M. Guilhem, c'est bien le numéro d'assurance maladie. Hein, quand on parle les libéraux sont identifiés par leur numéro assurance maladie qu'on appelle pseudo Adélie. Hein, donc on essaie d'oublier un peu ce vocable de numéro Adélie, en tout cas côté assurance maladie. Donc 691 pour un médecin et c'est bien ce qui apparaît sur une feuille de soins si c'est ce que vous demandez. Je vais peut-être juste compléter la réponse sur l'identité-vigilance pour remontrer sur mon CISRA quand on fait une demande en fait. Je vous ai montré rapidement tout à l'heure, je vais reprendre mon écran. Hop. Mais au démarrage, on peut obliger ce qu'on appelle le centrage patient et donc la saisie d'une identité patient. Et en fait, à ce moment-là, vous retrouvez, alors il n'y a pas de notion d'INS, mais vous retrouvez tous les traits d'identité du patient, ou même si vous cherchez un patient, ça sera avec l'ensemble de ces traits stricts d'identité. Donc nous, on a une base patient régionale où justement on a un travail d'identité-vigilance qui est mené et où le fait de centrer patient permet justement d'éviter ces erreurs d'identité-vigilance au cours de la téléexpertise. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Très bien, écoutez, si c'est tout, je vous propose qu'on arrête là. Je vous remercie pour votre participation. Merci Mathieu et Magali. Alors, on avait peut-être, je crois, une dernière. Je suis désolé, je ne voudrais pas créer de frustration chez Monsieur Vetter. Ah oui, bonjour, on est bien d'accord qu'en termes de facturation, il s'agit d'un acte CCAM. Non, on n'est pas d'accord. La facturation, en fait, c'est la NGAP. Donc, en fait, là, bien évidemment, en fait, vous ne facturez pas. Les deux, enfin, en fait, c'est. Les deux existent, mais là, c'est un acte NGAP. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, quel que soit le niveau d'expertise, quel que soit l'organe, quel que soit, on va dire, la CCM, c'est la classification commune des actes médicaux. Donc voilà, non, on n'utilise pas la CCAM. Voilà, c'est vraiment la NGAP. Et par contre, après, la CCAM est effectuée, est facturée. Donc NGAP, nomenclature générale des actes médicaux. Voilà, tout à fait. Et je ne sais pas si on a répondu à la question de Madame Poinas. En tant que responsable de la facturation en établissement public de santé, comment récupère-t-on l'ensemble des données? On a répondu? Oui, j'ai répondu pour la récupération sur mon CISRA. Ok, désolée. Ok, très bien. Très bien. Je crois qu'on n'a loupé aucune question, donc c'est parfait. Et bien, du coup, oui, pour conclure, voilà, donc merci Mathieu et Magali pour la présentation. Donc, le dernier Café e-Santé de la série sur la téléexpertise sera le 16 janvier. On aura un retour d'expérience du docteur Perrin, qui est dermatologue en Savoie, qui viendra nous partager son expérience. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, et donc merci à tous pour votre participation et à votre disposition s'il y a des questions. Voilà, et donc on mettra à disposition, j'imagine, Cécilie, le diaporama. Je transmettrai le support aux participants. Oui. Super. Bon après-midi. Bonne journée à tous. Au revoir.